Bonjour à tous. Je ne vais pas faire d'édito cette semaine, mais donner la parole à mes amis journalistes Thierry Gadot et Bernard Nicolas, ainsi qu'à notre invité Ronnie Broman. Ce n'est ni de la paresse, ni de la fatigue, mais un choix éditorial. Comme le disait Samuel Beckett, l'empereur des travailleurs médiatiques, il arrive des moments où les mots manquent. Je n'ai pas envie de mettre des invectives, des alertes, des emportements sur ce qui nous arrive à Blast. Je veux juste que vous assistiez à ce débat entre nous. Son sujet, le Qatar et la corruption endémique qui opère en France dans un silence assourdissant. Depuis 6 mois, avec une régularité de quasi-métronome, nous vous alertons sur la corruption massive et active de ce pays de 2 880 000 habitants, plus petit que 2 départements français comme la Moselle ou la Meuse réunis. Vous voyez, j'ai fait mes calculs. Comment cette monarchie absolue, en une quinzaine d'années, a pu à ce point faire de la France son mercenaire et son débiteur. Cette histoire reste mystérieuse et à écrire. Mais comme l'explique Ronnie Broman, nous nous posons la question du commencement. Comment cette folie financière, cette absence de justice, ces morts, je pense aux 6500 victimes des délires qataris pour construire des stades en plein désert, ou aux dizaines de milliers de morts libyens, je reste volontairement évasif sur les chiffres, tant les statistiques sont sujettes à caution. Comment ont-elles pu advenir ? Depuis 6 mois, nous avons pu apporter des éléments de réponse. Par la corruption. Une valise par-ci, un virement par-là, un pourboire pour finir. Tout passé par le trésor qatari qui recevait ses ordres du ministère de l'économie, qui les recevait de l'émir. Nasser El Khelaifi, le boss du PSG, a servi souvent d'intermédiaire. Allez sur notre site, voyez nos documents, interrogez-vous sur ces codes-barres. Comment aurions-nous pu les inventer ? Cela peut paraître un détail pour vous, mais pour nous, cela veut dire beaucoup. Ces codes-barres, reproduits sur les documents et qui servaient au paiement et au virement, sont un élément de preuve indiscutable. La répétition et notre victoire judiciaire contre Bernard-Henri Lévy, qui nous accusait d'usage de faux grossiers, font foi. Nous sommes dans le juste. Nous avons raison de rester droit dans nos baskets, envers et contre tous les tartuffes de cette profession. Journalistes, vos papiers. Jeudi dernier, nous avons été convoqués par des magistrats du pôle financier parisien et leur avons remis nos documents très officiellement, 12 pièces qui entrent ainsi en procédure. Pour ne rien vous cacher, nous sommes soulagés et je suis personnellement soulagé de céder une part de la charge de ce combat à des magistrats indépendants. Nos documents expliquent des événements incroyables. Je n'en relèverai ici que 2. La Coupe du monde de football et la guerre en Libye. Il n'y a aucune justification sportive, géographique, humaine à faire cette Coupe du Monde en hiver par 50 degrés à l'ombre au Qatar. Il n'y a eu aucun bain de sang à Benghazi comme à Tripoli. Tout a été inventé, fabriqué, justifié a posteriori par des manipulateurs et des fabricants de fake news. Il est un peu facile d'attaquer aujourd'hui Colin Powell ou George Bush pour le déclenchement de la guerre en Irak et la chute de Saddam Hussein sans balayer devant notre porte. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy ont une lourde responsabilité dans l'invention de notre guerre à nous et de toutes les conséquences qui ont suivi. Les migrants morts en Méditerranée comme les attentats de Daesh en France. Daesh, dans ses prémices, a été financé par le Qatar. Là aussi, nos documents le montrent. Le Qatar a toujours été aux premières loges et la France, jamais très loin. Une entreprise de corruption au plus haut niveau de cet État-là explique aujourd'hui ces événements. Colin Powell vient de mourir, Muammar Kadhafi, ça fait 10 ans tout juste. Il est temps de remonter les pendules. Nos documents sont solides, inimitables, cohérents. Nous allons poursuivre nos enquêtes. Merci de nous aider, de vous abonner, de faire des dons qui tous sont défiscalisés. Les liens sont cliquables ici en bas de cette vidéo. Je vous laisse maintenant suivre ce débat. Allez, salut et merci. Nicolas Sarkozy, héros du jour, savoure un moment exceptionnel dans une vie de président. Accompagné par Alain Juppé et par le Premier ministre britannique David Cameron, Nicolas Sarkozy est galvanisé. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Heureux, au milieu de la foule, des gardes du corps un peu crispés face à une telle ferveur.
celle d'une ville où la révolte a commencé et qui fut sauvée des troupes de Kadhafi grâce aux tirs franco-britanniques. Aux côtés du président, le philosophe Bernard-Henri Lévy, premier à plaider pour une intervention militaire en Libye. Bon, c'est une rencontre et un débat un peu spécial parce que normalement, je voulais faire un édito et puis en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que la situation qu'on vit en ce moment au niveau de Blast et le fait que la semaine dernière, on soit allé convoqué par deux magistrats remettre nos documents sur l'enquête qatari, le silence de la presse et cette entreprise de corruption d'une ampleur à la fois insoupçonnée, par moi en tout cas, et considérable qu'on peut prouver, m'a donné envie d'abord de vous revoir, Thierry et Bernard, qui donc êtes les responsables de l'enquête, et d'inviter aussi Ronnie Broman qui, comme je le disais en préparant l'émission, je me suis souvenu d'un article que j'avais lu de vous qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque parce que vous étiez à contre-courant de tout ce qui se disait autour de la guerre en Libye. Vous n'étiez pas nombreux. D'ailleurs, toi, tu avais écrit un papier là-dessus, Jour tranquille à Tripoli, pour essayer de dénoncer cette folie qui s'emparait des Français à travers son président qui était Nicolas Sarkozy, puis Bernard-Henri Lévy, pour faire cette guerre à tout prix dont on sait aujourd'hui, puisqu'elle est documentée, que la France a été complètement, enfin les Français ont été complètement manipulés, qu'il y a eu de la corruption derrière tout ça, et donc nous, quelques années après, on essaie de dénoncer ça, et ce qui est assez glaçant pour nous journalistes, c'est que ça se passe dans un silence qui m'étonne pas, parce qu'il n'y a pas énormément de confraternité dans ce métier, mais quand même, si nos documents sont faux, si on se trompe, il faut nous... D'ailleurs, on en a porté plainte contre nous, on a gagné, mais il faut que les journalistes fassent des contre-enquêtes, etc. Or là, il ne se passe rien, comme si le Qatar était intouchable. Donc aujourd'hui, on va essayer de le toucher encore un peu plus. Et je voudrais démarrer en lisant donc ce papier de vous, qui à l'époque était paru dans Alternative Internationale, c'était en 2015. Et en fait, on va démarrer sur un peu de philosophie, puis après on rentrera dans le réel. Vous écriviez, Ronnie, la fiction qui suppose la suspension volontaire de l'incroyance, donc déjà, nous permet d'augmenter le réel, de porter notre regard au-delà du visible. La propagande, elle, le rétrécit. C'est pourquoi elle est le contraire de la fiction. La guerre de Libye est l'un de ces événements où se fondent toutes ces catégories, assurant le triomphe persistant du cabotinage et de la tartufferie. En fait, vous posiez déjà assez bien le problème, donc j'aimerais vous faire réagir à ça aujourd'hui. On est des années plus tard. Vous êtes donc vous avez été longtemps le président de Médecins sans frontières. Vous êtes beaucoup impliqué dans l'humanitaire. Vous êtes une figure assez influente à mes yeux dans la sphère médiatique et politique. Donc c'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir et qu'on va parler tous les quatre de tout ça. Vous vous souvenez de cette phrase et de cette période ? Oui, bien sûr, je m'en souviens parce que la Libye a été l'intervention en Libye a été une expérience particulière. Moi, au titre, disons, de mes intérêts personnels, mais aussi de mon implication dans l'humanitaire avec Médecins sans frontières, la question des interventions internationales à but humanitaire m'a passionné depuis longtemps, m'a intéressé, et la guerre en Libye, donc déclenchée en mars 2011, fait partie de celle-ci, avec pour caractéristique de se présenter comme la première guerre humanitaire. D'ailleurs, on aime bien être les premiers, mais il y avait déjà eu une première guerre humanitaire, en tout cas qualifiée comme ça, qui était la guerre dite humanitaire menée en Somalie, en 92-93, pardon. Et là, donc, on avait une première guerre humanitaire numéro 2, si on veut. Mais celle-ci, elle était vraiment de plus grande ampleur, avec un objectif plus important, parce qu'il n'y avait plus de gouvernement en Somalie, alors qu'il y en avait un en Libye. Et ça a été la première occasion également de mettre en œuvre la responsabilité de protéger cette annonce qu'avaient faite les Nations Unies, tous organes confondus, c'est-à-dire Conseil de sécurité et Assemblée générale dans un même mouvement, qui faisait des massacres de masse un enjeu de sécurité internationale, et donc une possibilité
d'intervenir militairement pour les faire cesser. Ça a été, à l'occasion du 60e anniversaire de l'ONU, une grande déclaration. Moi, personnellement, déjà à cette époque, j'y avais vu plutôt une légitimation de la guerre par l'organe qui est censé les prévenir, ces guerres. L'ONU est censée favoriser le règlement des conflits par la voie de la coopération et du dialogue, et pas pour qualifier certaines guerres de guerres justes, parce qu'après tout, tous les gens qui rentrent en guerre le font au nom de l'idée qu'ils se font d'une guerre juste. C'est une façon de réhabiliter la guerre sous les auspices de la guerre juste et du sauvetage des populations. La Libye a été la première véritable occurrence pour cette notion de responsabilité de protéger. Et ce qui est frappant, c'est que cette intervention, cette guerre, a été menée en s'appuyant sur d'énormes mensonges. Pas simplement des petits mensonges, des approximations, des à peu près, d'énormes mensonges, c'est-à-dire des faux bombardements, des faux charniers, des fausses colonnes de chars menaçant de commettre un faux génocide dans la vraie ville de Benghazi. Et cela, après tout, la guerre, les mensonges, ça va bien ensemble. On est habitué à cela. Toute personne qui s'intéresse à l'histoire me dira que c'est business as usual. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qu'il y a de particulier là, c'est que les moyens de vérifier existent. Par exemple, on peut demander, quand on révèle l'existence de charniers, on peut demander des photos de ces charniers dans un monde où tout le monde a au moins un appareil, voire 2 appareils photo. En Libye, le nombre de gens qui ont 2 appareils photo, c'est-à-dire 2 smartphones sur eux, il est énorme. Donc, on admet l'existence de charniers, donc de massacres de masse, sans pour autant demander la moindre vérification. On admet l'existence qui a donné lieu à la première déclaration sur la nécessaire éviction de Kadhafi, l'existence de mitraillage aérien de gens en train de participer à une marche pacifique à Tripoli, qui sont attaqués par l'aviation de Kadhafi. Là encore, aucune image. Là encore, même démenti de la Maison-Blanche elle-même. Any evidence that he actually has fired on his own people from the air? There were reports of it, but do you have independent confirmation, and if so, to what extent? We've seen the press reports, but we have no confirmation. That's correct. We've seen no confirmation whatsoever. La déclaration qu'elle avait faite n'avait pas été vérifiée en fait, mais rien dans la presse française, rien dans les leaders d'opinion, rien dans les éditos. Au contraire, chaque mensonge est une sorte d'étape, un cran d'arrêt. On veut briser, briser, c'est peut-être immodeste que dire ça, mais depuis 6 mois, on n'arrête pas de documenter, de sortir des éléments qui montrent que la France est vraiment un sale pays sur ce qui s'est passé et ce qui se passe est sale. C'est-à-dire qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu des populations qui ont été décimées, en l'occurrence en Libye par l'armée française qui a intervenu, etc. Et tout ça, on s'en rend compte aujourd'hui, a été complètement manipulé par le Qatar. On le documente avec des documents qui prouvent la corruption. Il y a eu ce petit télégraphiste de Bernard-Henri Lévy, on pourra en reparler, qui a été une sorte de type qui a instrumentalisé tout ça. Et il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy. Donc nous, on a tendance à se moquer des Américains avec la guerre en Irak, puisque avec Colin Powell, qui est décédé récemment, d'ailleurs, c'est les 10 ans aujourd'hui de la mort de Kadhafi. Donc je pleure pas Kadhafi, mais quand même, quoi. Donc là, comment vous vous sentez? Là, je leur pose la question à tous les deux, à Thierry et à Bernard, après avoir été chez les juges. Après, ça fait 6 mois qu'on bosse, et que vous bossez d'ailleurs plus que moi, sur ces documents, on les sort, etc. Là, enfin, la justice les prend. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte on confie ce travail-là aux juges. Nous, on n'a plus les moyens d'aller plus loin. Mais vous, personnellement, en tant que journaliste, comment vous vivez cette période et qu'est-ce que... En tout cas, Thierry s'exprimera après, mais personnellement, étant parti enquêter en Libye à l'époque pendant plus de 3 semaines pour essayer de vérifier ce que disait Ronnie Broman tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu réellement massacre au pluriel à tel et tel endroit, j'ai pris 3 faits très précis qui étaient repris
comme un seul homme par toute la presse française et occidentale sur des massacres à différents endroits de la Libye. Je suis allé là-bas, au contraire de mes confrères qui étaient tous réfugiés au Rixos Hotel, le palace de Tripoli, à boire du thé à la menthe toute la journée. Moi, je suis allé dans un hôtel plus modeste, mais j'ai pu sortir et aller enquêter sur place. Et je me suis aperçu que toutes les infos diffusées par Al Jazeera et reprises sans vérification, c'est ça, c'est ce que disait Ronnie Broman, par les médias occidentaux et les médias français, tout était bidon. Al Jazeera, chaîne qatari. Chaîne qatari, et c'est comme ça que j'ai découvert l'influence du Qatar via cet organe de presse qui était Al Jazeera. Et donc, quand, avec Thierry, on reçoit des documents qui viennent étayer cette thèse sur la guerre inutile en Libye, évidemment, moi, ça m'intéresse et ça me rassure quant à ma démarche à l'époque, dont personne n'a voulu. Et j'avais vu Ronnie Broman à l'époque. Et Ronnie m'avait dit, mais Monsieur Nicolas, vous êtes inaudible. Tous les journalistes français sont partis à la guerre avec le casque lourd et le gilet pare-balles, et donc personne ne vous écoutera. Et aucun média, que ce soit télévisuel ou presse écrite, puisque j'avais écrit, on a publié Jour tranquille à Tripoli, où je démonte... C'est publié sur le site, on peut le retrouver sur le site où de je Blast. démonte tous ces mensonges. Personne à l'époque n'avait voulu de ces informations. Évidemment, quand on reçoit des documents qui viennent dire que, personnellement, mais Ronnie et d'autres, très rares, qui étaient à contre-courant de ce qui se disait, la version officielle des événements, évidemment, tu comprends bien que je suis satisfait de ça. Je ne sais pas comment Thierry l'a vécu, mais... Moi, alors, c'est satisfaisant, effectivement, que les juges se disent que nos documents peuvent les aider à avancer sur un certain nombre d'affaires. Mais moi, je suis plus étonné par le fait que, 10 ans après, alors que tous les éléments sont sur la table, il y a eu l'enquête de Mediapart sur le financement occulte potentiel de Sarkozy par Kadhafi. Il y a nos documents, il y a ce qu'on apporte, il y a eu des experts qui ont travaillé sur le rôle du Qatar en Afrique du Nord. Et malgré le fait qu'il y ait tous ces éléments sur la table, on continue d'entretenir ce mythe de la guerre juste en Libye, puisqu'il suffit de voir comment tous les médias ont ouvert la porte à BHL, à Bernard-Henri Lévy, quand il a publié son dernier opus, tout le monde l'a écouté, le maître donnant la leçon, expliquant combien la guerre en Libye était juste. Moi, je ne regrette pas ce qui a été fait à l'époque en Libye. Et là, c'est pareil, vous savez, encore une fois, c'est pas guerre juste ou pas guerre juste. En ce temps-là, il y a 10 ans, et j'en ai tenu une chronique d'ailleurs jour après jour que j'ai publiée, la question était de savoir si on laissait un dictateur noyer ses villes dans des rivières de sang. Voilà. Donc face à ce risque-là, qui était un grand mal, il y avait un moindre mal, qui était de bloquer ses chars, et s'il n'entendait pas raison, de faire tomber son régime. Alors que tout repose sur du mensonge, de la corruption et de la volonté d'un pays, le Qatar, de renverser Kadhafi pour d'obscures raisons, et qui a payé la France et la Grande-Bretagne pour renverser ce régime. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'on continue, que les médias, que nos confrères continuent à entretenir ces mensonges, alors même que tout a été démonté, que tout est connu maintenant. Mais ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors même qu'on en est à notre 12e article, d'ailleurs on en va en publier d'autres cette semaine, toujours grâce à nos sources et à des documents qui sont quand même des documents très précis avec des codes barres. Il faut rappeler aux gens, ou peut-être à Ronnie, si vous les avez pas vus ces documents, mais enfin vous les avez peut-être vus passer, mais ils sont très importants parce que peut-être que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils décrivent par le détail la corruption. Ces documents, c'est quoi ? C'est des ordres de l'émir du Qatar qui écrit à son ministre de l'économie, qui écrit à son directeur du Trésor en disant voilà, il faut verser telle somme d'argent à telle personne pour telle raison. Donc c'est essentiellement ça nos documents. Et donc ces documents sont signés, contre-signés, habilités. Et il y a même des codes barres, c'est-à-dire que évidemment quand on demande de filer 9 millions à BHL ou 30 millions à Sarkozy, ou parce que tous ces documents-là, on les a. On a aussi Carla Bruni, on parlera du football après. Tous ces documents, il y a
y a des codes-barres. Et donc, le directeur du Trésor qui reçoit... Code-barre inimitable, ça ne peut pas être défaut. Le directeur du Trésor qui reçoit ce code-barre doit le vérifier avec un appareil et c'est à ce moment-là qu'il vire l'argent. Donc, nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'argent a été viré, ou on ne peut pas aller plus loin dans l'enquête. Maintenant, c'est au juge à faire le travail. Mais je pense, sans du tout, j'espère ne pas exagérer en disant ça, c'est qu'on est à l'aube, au démarrage, c'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut que la France, avec une justice indépendante, puisse enquêter là-dessus. En tout cas, c'est l'espoir que je fonde. Et on peut aussi espérer que des députés ou des sénateurs plus courageux que d'autres se décide d'ouvrir une commission d'enquête sur les relations de la France avec le Qatar et de remettre à plat ces 10 ou 15 dernières années de l'histoire diplomatique de la France qui a été pilotée par une puissance étrangère, parce que c'est ce qui s'est passé réellement. Donc, ce que les Anglais ont fait. On peut espérer que les parlementaires français finissent par se réveiller et décident quand même d'expliquer et d'éclaircir cette période où le Qatar piloter la politique étrangère française. Rony, ouais. Oui, moi je le souhaite. À chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'ai tenté de lancer un appel dans ce sens-là, mais j'ai perdu tout espoir que cela survienne, parce que on voit la multiplication des missions d'information et des commissions d'enquête sur plein de choses. À peine l'épidémie de Covid était-elle avancée que déjà une mission d'information, une commission d'enquête était déclenchée là-dessus. 10 ans après, cet événement énorme qu'est la déclaration d'une guerre contre un régime qui ne nous a pas attaqués, il n'y a toujours pas de commission d'enquête, alors qu'effectivement, comme vous le disiez, le Parlement britannique a fait un très gros travail qui a été qui a été largement ignoré dans la presse française et par les journaux qui ne l'ont pas ignoré, méthodiquement piétiné sous l'auspice du French bashing, c'est-à-dire une fois de plus, les Anglais s'en prennent aux Français parce qu'ils sont francophobes et puis que ça les fait marrer de se moquer de nous. Et donc, ce rapport extrêmement documenté, qui fait près de 800-900 pages, si je me souviens bien, a été totalement ignoré, alors qu'il fait le clair sur les motivations à la fois pétrolières et personnelles du gouvernement français là-dedans, et qui fait litière de tous les bobards qui ont été racontés sur les massacres de masse commis par Kadhafi. Kadhafi, précisons-le tout de même, c'est un dictateur, un prédateur. Moi, je n'ai absolument aucune sympathie pour ce type, mais il y a un certain nombre de chefs d'État qui sont dans la même situation dans le monde et pour lesquels, je pense, on ne va pas lancer des attaques éclairs et des processus de renversement de leur régime, ou alors on sème le chaos partout comme on l'a fait en Libye et dans les pays avoisinants. Donc bref, je pense qu'on n'a pratiquement aucune chance d'avoir une commission d'enquête parlementaire, ne serait-ce que parce que la quasi-totalité des partis qui comptent a approuvé cette guerre. Oui, donc ce serait une façon mais on peut considérer qu'on les a trahis. Je veux dire, des types qui, de bonne foi, ont pu penser qu'il y avait des massacres à Benghazi ou ailleurs. Aujourd'hui, on documente... Comment peut-on penser de bonne foi qu'il y avait des massacres à Benghazi ? Parce que la télévision, parce que Bernard-Henri Lévy, parce que Sarkozy, parce qu'il y a eu tout un montage qui a été fabriqué à l'époque. Donc j'imagine que de bonne foi, un certain nombre de parlementaires ou d'hommes politiques se sont dit à droite, à gauche, effectivement, s'il y a des massacres de population, il faut y aller. C'est une bonne foi fautive, là. C'est-à-dire, la bonne foi n'excuse pas tout. Sans doute que les gens n'ont pas l'impression de participer à une imposture, à une intoxication. Ça, je le crois volontiers. Quand Rony évoquait l'absence d'image, par exemple, sur ces fameux massacres, moi j'avais retrouvé, lors de mon enquête en Libye, des images diffusées par Al Jazeera qui étaient censées illustrer des événements dramatiques à Benghazi. C'était des images de Falloujah. Oui, mais c'était un trucage. Et en fait, en Irak, pardon, sur les événements irakiens. Et donc, ils avaient illustré un commentaire sur voilà ce qui se passe à Benghazi. C'était pris de loin, on voyait des bombardements, etc. C'était Falloujah. C'était une manipulation énorme. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas d'image de vrais massacres qu'ils ont utilisé ces images-là. Rappelons-nous, pour avoir une idée des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans ce domaine, quand on est sûr d'avoir une sorte de coupable idéal,
toutes les charges qu'on peut rassembler deviennent plausibles et donc factuelles, même si elles sont absolument inexistantes. Quand, par exemple, Bernard-Henri Lévy raconte son implication dans la guerre de Libye, enfin dans les événements à l'époque de Libye, et il le fait sur la première page de son livre. Donc c'est vraiment l'entrée en matière. C'est quoi son bouquin? C'était La guerre sans l'aimer. Et il dit, non sans raison, là-dessus je l'approuve, qu'il est toujours important de s'intéresser au commencement. Le commencement, c'est 50% de la suite. Et que nous raconte-t-il en guise de commencement? Eh bien, la scène dont il a été témoin à l'aéroport du Caire, en regardant les écrans de télévision d'Al Jazeera ou d'une chaîne d'infos continue de ce type, où il voit l'attaque des manifestants de Tripoli menée par l'armée de l'air libyenne. Et donc, il donne force détail. Cette dame qui roule qui roule sur elle-même avec sa jupe qui se lève, enfin un petit truc un peu égrillard, vous voyez, où on voit les dessous de cette pauvre dame qui roule par terre, le gars qui se planque dans un coin pour éviter le strafing des hélicoptères, enfin des détails, comme disait Barthes, qui font des effets de réel, vous voyez, des petites choses qu'on pioche comme ça, qui attestent la réalité de ce qu'on a vu de ses propres yeux. Et à ces images, on se réfère comme ces images que tout le monde a vues. Et ces images que tout le monde a vues, personne ne les a vues. Mais il les a inventées. Puisqu'elles n'existent pas. Eh bien, je me pose la question, mais en tout cas... Non. Mais c'est pas étonnant, d'ailleurs. Bernard Lévy se réfère au commencement en mettant en scène directement cet énorme mensonge et en s'auto-intoxiquant. Et il a partagé cette intoxication avec tout le monde. Et donc, moi, j'ai entendu souvent citer ces images que tout le monde a vues, alors que ce sont des images que tout le monde a entendues. Bien sûr. On en a entendu parler. Et comme disait Régis Debray, on voit plus avec ses oreilles qu'avec ses yeux. Oui, je sais. Mais d'ailleurs, je pèse mes mots, et sans doute, ça va me valoir peut-être un nouveau procès de Bernard-Henri Lévy, mais comme quand il fait des procès, je les perds pas, je pense que c'est un des plus grands falsificateurs de ces 10 dernières années, et une création médiatique qui est complètement invraisemblable. On est dans une baudruche totale. Et ce qui était terrible, c'est il a écrit un bouquin, là, j'ai oublié le nom, qui est une succession de reportages pour Paris Match, etc. Il a été invité partout. Et moi-même, à 2 ou 3 endroits, comme j'ai quand même des copains dans les médias, j'ai glissé, mais voilà, on vient quand même de sortir un document qui est inattaquable sur le fait que le Qatar lui ait filé 9 millions, enfin en tout cas a eu l'intention de lui filer 9 millions, et les a sans doute filés d'ailleurs. Que lui les ait touchés ou pas, c'est un autre problème, mais l'argent a été viré pour Bernard-Henri Lévy, qu'il l'ait utilisé pour lui, pour acheter des armes, etc. On n'en sait rien, on ne peut pas aller plus loin. Mais que pas un seul journaliste au Monde, à la télévision française, à l'AFP surtout, à l'agence France-Presse, n'est repris, même pas pour reprendre nos informations, mais au moins nous critiquer, au moins nous poser des questions. Silence radio, quoi. Et ça, j'ai l'habitude quand même, je suis plutôt un paria dans cet univers médiatique, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, je me sens en ce moment très... c'est plutôt de l'hébétude, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, quoi. Je vais me dire, on va continuer. Alors, cette semaine, on va ressortir. Là, on met en cause demain, ça sera déjà sorti, c'est une émission à 2 jours de retard, on va sortir un truc sur un élu plutôt à gauche, d'ailleurs, qui a touché de l'argent du Qatar aussi. Et on va ressortir 2 autres documents, dont une réunion à l'Élysée, dont on va parler sur la Coupe du Monde. Alors, il faut qu'on parle de football aussi. Mais on va continuer à documenter. Là, il y a la justice qui va être derrière. Donc, les mecs, ils vont réfléchir à 2 fois sûrement avant de dire que nos documents sont des faux, etc. Nos documents ne sont pas des faux, nos documents sont des documents authentiques qui décrivent une sale histoire de France, et il serait temps que ou des élus, ou des magistrats, ou des journalistes, s'il vous plaît, vous preniez ça en compte, quoi. C'est un peu... Pour reprendre le propos de Rosny à propos du commencement, qui était la première page apparemment du bouquin de BHL que je n'ai pas lu. Au procès d'ailleurs, j'ai bien précisé que je ne connaissais pas ce monsieur et que je n'avais jamais rien lu de ses œuvres. Mais nos documents prouvent qu'il s'est passé des choses avant le commencement. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de préméditation, et que cette préméditation du conflit libyen a été élaborée en France, à l'Élysée.
Voilà, moi je pense que c'est le document que Tout à fait. l'on publiera. Avec l'accord des Américains également. Absolument. Parce qu'il y avait une correspondance entre Hillary Clinton, qui était alors secrétaire Les d'État. Wikileaks ont sorti des documents. Et ça, avant le commencement, il n'en parle pas. C'était en février. Donc BHF. ça se passe en février 2011. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, chaque fois qu'on a, avec Thierry, sous ton regard attentif, contextualisé nos documents, il se passait toujours quelque chose avant la publication du document ou après. Et c'est pour ça que pour nous, ça a été un élément de plus pour les valider, ces documents. Ils avaient un sens dans cette histoire sale, ou je ne sais pas comment on peut la qualifier, qu'on a vécue il y a une dizaine d'années. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on voit donc le Qatar, la France, la Grande-Bretagne, qui préparent donc dès la fin 2010 l'intervention, le renversement de Kadhafi, donc avant même le déclenchement des printemps arabes, et on voit ces mêmes pays, représentés par Bernard-Henri Lévy, en septembre 2011, quand Tripoli est tombé, donc que la guerre est quasiment gagnée, même si à ce moment-là, Kadhafi n'est pas encore tué, mais on voit une réunion similaire qui a lieu et qui va commencer à organiser le renversement d'Assad en Syrie et à organiser comment on va transférer les armes et les hommes de Libye en Syrie, et ce qui va donner lieu en plus derrière à la constitution d'Al-Nusra et de Daesh, donc de groupes islamistes terroristes. Et on voit bien que la France et le Qatar sont au milieu de ce jeu-là et qu'ils veulent reproduire en Syrie ce qu'ils ont fait en Libye. Et on en connaît aussi les conséquences dramatiques pour les populations syriennes et puis pour la population française, puisqu'on a été frappé par des attentats téléguidés par ces groupes terroristes. Et donc, il y a vraiment de quoi faire de belles enquêtes. Oui, parce qu'en plus, il y a un lien entre la France a été victime de terrorisme oui. Dont on a pu documenter aussi le fait qu'ils ont été financés par le Qatar. C'est-à-dire que le Qatar, enfin là, je dois avouer mon incompréhension relative quant aux stratégies des Qataris, qui quand même, c'est un petit pays propriétaire de gaz, très très riche, etc. On le sait, mais quand même, ce pays est devenu aujourd'hui omni-influent un peu partout sur la planète. C'est eux qui gèrent en ce moment l'aéroport de Kaboul. On l'a suffisamment documenté aussi ici. Ils ont repris des couleurs en Afghanistan. Mais en même temps, sur leur stratégie, j'avais deux questions. Une qui concerne le football et l'autre qui concerne Israël. Donc, on va commencer par le football, si vous voulez bien. Mais c'est-à-dire qu'on voit qu'à partir vers 2009-2010, en même temps qu'ils commencent à financer la guerre en Libye, en pensant à la Syrie, etc., ils achètent le PSG et ils veulent la Coupe du Monde, là aussi, c'est un non-sens absolument total, joué par 50 degrés, enfin, tout le monde l'a dit. Et là, aujourd'hui, on est quand même dans une situation un peu spéciale, ou un peu pareil que pour la Libye, mais on va dire que c'est un sujet moins grave puisqu'il n'y a pas mort d'homme, encore que au Qatar, il y a eu 6500 morts, des pauvres travailleurs migrants qui sont morts en construisant leur putain de stade où les mecs vont jouer au ballon. Et moi, je suis un fan de foot absolu, donc je suis un peu schizo dans cette histoire. Mais comment donc la Coupe du Monde a été achetée, on le documente, on donne même des noms, des sommes, etc. Et là, on a été entendu par les juges français, dont le juge Sommerer, qui enquête sur la question de la FIFA. On lui a livré nos documents. Et maintenant, on va attendre ce qui se passe. Platini est mis en cause, etc. Et comment, toi, je te pose la question, Thierry, parce que tu as plus particulièrement travaillé là-dessus. C'est quoi la stratégie libyenne, la stratégie qatari? À quoi lui sert le football, acheter Messi, enfin, etc. Dans cette stratégie guerrière par ailleurs? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Comment tu analyses ça avec le recul? Quand on regarde sur les 30 ou 40 dernières années, comment l'émirat du Qatar s'est imposé sur la scène mondiale, on voit bien que le sport, en fait, rapidement fait partie de ces moyens, parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas seulement essayer de mettre les frères musulmans au pouvoir dans un certain nombre de pays, mais il fallait aussi acheter quelque part la complicité des grands pays occidentaux, et que pour eux, ça pouvait passer par le sport, devenir donc un financier du sport mondial,
que ça soit le football ou d'autres, on l'a vu avec l'athlétisme, il y a certainement des choses à creuser du côté du handball. Donc ils ont compris que c'était une arme de communication extrêmement puissante pour les pays occidentaux, de contrôler et d'acquérir des grandes compétitions mondiales. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu acheter des clubs. Et ils y sont arrivés assez facilement, puisque on sait bien que notre ancien président de la République est un fan absolu du PSG, donc il leur a simplifié la tâche. Et puis la Coupe du Monde, évidemment. La Coupe du Monde, c'est la cerise sur le gâteau. Faire venir la planète entière à Doha, y compris sous 50 degrés, eux, ça les dérangeait pas. Et ça n'a pas dérangé la FIFA parce qu'ils ont sorti les mallettes de billets et qu'ils ont acheté cette compétition qui jamais n'aurait dû arriver au Qatar, quoi. Mais c'est vraiment l'une de leurs armes diplomatiques pour acheter la complicité des grands pays occidentaux. Le mondial de foot, c'est à la fois un impact effectivement planétaire, comme dit Thierry, et le prestige. Le prestige d'un petit caillou qui se veut extrêmement puissant et influent. Et le football, ça va être retransmis par toutes les télés du monde. Il va y avoir des milliards de téléspectateurs qui vont regarder le mondial au Qatar. Et pour eux, c'est tout bénef. On l'a documenté, le mondial d'athlétisme. Oui. Leur mondial de handball, là, on n'a pas d'éléments là-dessus, mais ça sent pas très bon. Ouais. Bientôt, ils vont faire du patinage artistique et du rugby au Qatar. Enfin, ils sont capables de... Et les JO d'hiver aussi, très probablement. Ils vont, non, mais plus sérieusement... il faut faire venir la neige. Comment, comme Ronnie posait la question du commencement et qu'on tourne autour de cette question, est-ce que vous... Là, je fais un peu de fiction, on va dire, mais comment... Est-ce que ça veut dire que c'est une stratégie délibérée ? Il y a l'émir du Qatar a un cerveau tellement grand, où il a des conseillers qui sont tellement puissants, qu'il est capable d'imaginer de pareilles stratégies. Enfin, comment c'est possible ? Et où est-ce que la France n'a pas joué un rôle plus important qu'on y croit ? Parce qu'on dit la France mercenaire du Qatar, mais peut-être aussi la France mentor un peu du Qatar. Mais, je sais pas, enfin, quand tu lis les experts... Il y a un côté, c'est que donc les Al-Thani, c'est une ancienne tribu arabe d'Arabie Saoudite qui a migré sur le Qatar, qui a pris le pouvoir, enfin qui s'est imposé un émirat, voilà. Et donc ce sont des fondamentalistes, des wahhabites. Mais de tout temps, ils se sont sentis menacés par l'Arabie Saoudite. Donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à imaginer comment. Alors eux-mêmes veulent propager une version extrêmement rigoriste de l'islam, et donc eux ont choisi les frères musulmans. Et parce puis, qu'ils sont les concurrents des wahhabites. Voilà, exactement. Et puis, progressivement, le GUEST nous donne cette richesse et cette capacité d'acheter notre paix ou notre indépendance vis-à-vis de l'Arabie Saoudite en distribuant de l'argent sur toute la planète et en faisant tout ce qu'il faut pour que les grands pays occidentaux nous considèrent comme un interlocuteur à protéger. Mais ce que disait Ronnie tout à l'heure, avant le débat, on avait une discussion là-dessus. Ronnie, vous me disiez que c'était aussi pour eux acheter la sécurité, leur protection. Ce serait intéressant que vous développiez cette idée-là. Oui, peut-être. Enfin, c'est ça dire l'idée. L'Arabie Saoudite est à peu près 20 fois plus grosse en matière de population, de superficie, est assez expansionniste, et le Qatar craint d'être avalé par l'Arabie Saoudite. Et donc son existence internationale dans tous les domaines, sportifs, politiques, stratégiques, tient à sa capacité à exister dans les médias, sur la scène publique. En tout cas, tient, entre autres, ils ont peut-être d'autres moyens, mais ça, pour eux, c'est important. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir fait une visite à Al Jazeera, à l'invitation d'Al Jazeera, avec plusieurs autres personnes de Médecins Sans Frontières, au début des années 2000. J'ai découvert à Al Jazeera, non pas une chaîne de télévision, mais un complexe médiatico-universitaire extrêmement impressionnant. Bon, déjà installé dans une espèce de campus dans lequel la télévision, les studios n'occupent qu'une place parmi d'autres, mais il y a des salles de conférences, des amphithéâtres, des lieux de recherche en matière, disons, de relations internationales, géopolitiques. Et Al Jazeera, en fait, est une énorme fondation dont la télévision n'est qu'une des dimensions.
Et ça, c'est aussi une manifestation pour le Qatar de son existence, disons, intellectuelle. Ils attirent un certain nombre de gens, non pas pour les mercenariser, simplement pour entretenir des contacts, des échanges universitaires. Moi, par exemple, j'ai été interrogé parce que c'était une région à laquelle je m'intéressais beaucoup, je continue de m'y intéresser, sur le Soudan, le Sud-Soudan, les relations entre le Nord et le Sud, etc., l'indépendance qui était en train d'arriver à l'époque. Eh bien, il voulait faire un colloque là-dessus, qui n'avait pas une visée stratégique immédiate, en tout cas pas une visée stratégique autre que de faire un colloque sur le Sud-Soudan, ouvert à divers spécialistes, divers chercheurs et intervenants dans le monde. Donc il y a tout de même une vision très fine, intelligente, enfin très raffinée. Oui, c'est ça, je pense pas que ce soit des de la bourrins. chose. Donc non, c'est pas des bourrins. Ne les voyons pas comme une tribu arabe du désert qui débarque là dans le monde et qui... non. Ils ont un sens de l'opportunité et ça demande un sens de l'observation et de l'analyse. Pas juste se précipiter sur tout ce qui bouge, mais choisir ce sur quoi on va travailler. Et une entreprise de corruption massive, active, qui s'instille dans la société française, quoi. Puisque le paradoxe en ce moment, et si on prend un peu de recul sur notre situation, nous, à Blast, nouveaux médias, autofinancés, enfin, on est complètement incongru dans le paysage. On n'est pas BFM, on n'est pas Le Monde, on n'est pas un grand média. Donc, ça fait maintenant 6 mois qu'on leur écrit, qu'on dit, voilà, on a ces documents, toi, tu as la ligne directe avec l'ambassade du Qatar à Paris, etc. Et ils nous ignorent complètement, ce qui est une stratégie, quoi. Mais vont-ils pouvoir nous ignorer longtemps ? Est-ce que ça peut continuer comme ça, maintenant que les documents sont remis à la justice, quoi ? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer ? Tant que nos confrères ne s'interrogent pas ne serait-ce que sur l'authenticité de ces documents, leur valeur journalistique, et qui ne posent pas de questions, qui ne s'interrogent pas sur les conséquences que peuvent avoir ces documents, et donc que ça n'est pas repris, comme on dit, par les confrères, les Qataris vont pas bouger. C'est une simple pression médiatique qui pourrait les inciter à s'exprimer. Et donc, ils l'ont pas fait. On le sait, on l'a écrit, indirectement, il y a eu des conséquences. 48 heures après nos premières révélations, notre premier article, le Qatar a limogé le ministre de l'économie, qui était l'ancien patron de la Qatar National Bank, et celui qui faisait les envois de pognon aux Français. Et en réalité, ils l'ont arrêté pour corruption et abus de pouvoir, etc. Ils ont retiré les passeports à un certain nombre de dignitaires du régime de peur qu'ils se barrent, quoi. Donc, pour nous, comme c'était 48 heures après, on a trouvé que la coïncidence était troublante. On ne veut pas dire que c'est lié à ce qu'on a révélé, mais en tout cas, le nom de la personne limogée apparaissait dans nos articles. Il revenait presque systématiquement. Quand tu parles de notre invisibilité, en tout cas du travail des journalistes, moi je voudrais en mettre une petite couche sur l'agence France-Presse. Vraiment, là, si des journalistes de l'AFP nous entendent, ou si le patron de l'AFP nous entend, il faut qu'il m'explique, parce que je n'arrive pas à comprendre que la décision de justice, quand même, donc qu'on veuille pas parler de Blas, qui nous considère comme menu fretin, etc., pourquoi pas, je m'en fous pas, mais je veux dire, ça peut être de bonne guerre. Mais là, on est attaqué en diffamation par Bernard-Henri Lévy, un tribunal expliquant qu'il n'y a pas de diffamation, donc que l'accusation comporte des 9 millions d'euros payés par le Qatar pour Bernard-Henri Lévy est fondée, que l'AFP ne traite pas cette décision de justice, c'est incompréhensible. Ça peut s'expliquer au mieux par de la paresse, c'est-à-dire ces types, ça devient tellement une usine, etc., au pire par l'influence exercée par quelqu'un, j'en sais rien. Simplement, c'est une absolue faute professionnelle. Moi, j'ai un grand respect, je suis journaliste depuis très longtemps. L'AFP, c'est très important, parce que l'AFP, c'est la rigueur. Il y a de très, très bons journalistes à l'AFP. Les types, je comprends, ça vérifie 10 fois. Mais là, dans ce contexte-là,
c'est pas possible qu'on continue à nous ignorer. À un moment donné, ça va forcément... D'ailleurs, on va pas se laisser faire, je veux dire, on va continuer à se battre là-dessus. Et tu veux dire un truc? Je voudrais... Vas-y. Ouais, le problème, c'est que dans toutes les rédactions, il y a un correspondant officiel du Qatar dans la rédaction, c'est celui qui suit les sports, le football et généralement le PSG. Et on sait bien que des pressions énormes sont exercées au sein des rédactions et donc certainement aussi au sein de l'AFP pour que tout ce qui pourrait être négatif pour le Qatar ne soit pas exploité. D'ailleurs, à ce propos, j'ai invité plusieurs journalistes, certains étaient prêts à venir, on les a invités un peu précipitamment, mais je sens bien que dans les journaux qui s'occupent de sport, ils sont super emmerdés, parce que moi j'ai des copains, en plus, je vous l'ai dit, j'aime le foot, je vais voir des matchs et tout ça, et j'ai des copains à l'équipe, j'ai des copains dans des tas de journaux, et ils sont tous liés, c'est pas de la corruption, je veux dire, ils touchent pas d'argent du Qatar, etc., mais ils traitent de football, etc. Donc commencer à accorder du crédit à ce qu'on dit, à remettre en cause la Coupe du Monde en disant que la Coupe du Monde, c'est quand même... On le sait aujourd'hui, on va continuer à le documenter, c'est comme une grande entreprise de corruption. C'est-à-dire qu'on a une Coupe du Monde au Qatar où tout le monde a touché, on donne les sommes, etc. Et la Coupe du Monde va avoir lieu, on fait comme si ça n'existait pas. Sauf qu'on est quand même un petit caillou dans leurs chaussures ou dans leurs mocassins vernis, et on va voir ce que tout ça va donner, on va tenir. Et je voudrais, Ronnie, parce que tout à l'heure, j'ai quand même de la suite dans les idées, je voudrais vous parler d'Israël, parce que dans les documents qu'on a sortis la semaine dernière, on a un truc qui, moi, m'a quand même laissé assez pantois, c'est de voir que le Qatar, vous pourrez en parler peut-être plus savamment, a payé à la fois, il finance, on le savait, le Hezbollah, le Hamas à Gaza, etc., mais en même temps, il finance les ennemis d'Israël en filant des sommes considérables à Netanyahou et au Likoud et à l'extrême droite israélienne. Tout ça est également documenté. Les gens qui veulent voir peuvent aller sur le site, etc. Comment, vous, observateur de cette partie du globe, quelle interprétation on peut avoir de ça, de cette diplomatie Là, j'avoue que vous me prenez de court. Je n'avais pas cette information en tête. Je ne savais pas que le Qatar finançait Netanyahou. Les relations politiques de Netanyahou sont parfois, en tout cas pour des gens qui sont peu informés, assez déconcertantes, parce que par exemple, en Europe, ses interlocuteurs privilégiés sont la pire racaille antisémite d'Europe centrale, des gens qui sont à la moitié pratiquement négationnistes, des gens comme ça, mais à qui ils se raccrochent, avec qui ils trouvent des rapprochements dans leur haine de l'islam. Au fond, Netanyahou compte sur des gens qui détestent plus les musulmans que les juifs. C'est à peu près ça. Mais les détestations ne sont pas si loin les unes que les autres, mais elles vont comme ça. Alors donc, ça peut surprendre, mais on trouve une explication assez rapidement. Un front qui leur permet de disqualifier tous les autres au nom en les qualifiant d'islamophiles, de complices terroristes, de tout ce qu'on veut. Ça, je comprends. Pourquoi est-ce que le Qatar a financé Netanyahou, c'est-à-dire, disons, une partie de l'extrême droite israélienne? Est-ce que c'est dans un calcul pro-Hamas, lequel Hamas a toujours intérêt à avoir des extrémistes en face de lui, le dialogue entre... le dialogue la perfidie irait jusque-là, quoi. Non, je ne sais pas. C'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé, moi aussi, mais... Ça me semble peut-être trop politique pour être vrai, mais c'est l'hypothèse qui me vient à l'esprit. L'autre hypothèse, et après tout, elles ne sont pas concurrentes, elles peuvent peut-être coexister, c'est le fait que pour avoir accès à la Maison-Blanche, quand on n'est pas directement un Européen ou un Asiatique qui a déjà établi ces relations, eh bien, il faut passer par Israël, par de bonnes relations par Israël. Israël est, disons, l'antichambre du bureau ovale à la Maison-Blanche. Donc peut-être que ça leur sert aussi à cela, sachant que Netanyahou et Bush s'entendaient comme l'arbre en foire, Netanyahou et Trump s'entendent comme l'arbre en foire. Avec Obama, et il semblerait qu'il y ait des versements à l'époque d'Obama, c'est moins vrai.
Donc ça vous qui perturbe un connaissez peu le raisonnement. peut-être mieux Israël que moi, est-ce qu'on peut imaginer qu'un magistrat ou que des juges israéliens, ou d'ailleurs des journalistes dans un premier temps, se saisissent de ces documents et puissent faire la lumière, interroger Netanyahou là-dessus? Nous, évidemment, on lui a envoyé, on a pris contact avec eux, on n'a aucune réponse, mais les documents existent, les virements existent. Après, à quoi ont-ils servi, on n'en sait rien, mais est-ce que la justice israélienne est suffisamment indépendante pour pouvoir prendre ça en charge? Oui, je le crois. La justice israélienne, elle est très liée dès lors qu'il s'agit de juger des Palestiniens. Là, vraiment, il y a une sorte de fermeture terrible. Mais pour ce qui concerne les affaires politiques, disons, internes des Israéliens, et notamment les affaires de corruption, il y a plusieurs journaux, le premier d'entre eux étant Haaretz, qui font un travail extrêmement honnête si notre et vidéo actif. arrive jusqu'à eux, on tient ces documents à leur disposition. Vous vouliez intervenir? Non, je voulais revenir un petit peu en arrière à propos de la non-reprise de notre relax dans le procès que BHL a fait à Blast. Il faut quand même signaler non, Le Monde a fait un papier, Capital a fait un papier. Et Marianne et Capital. Je crois que c'est les trois qui ont fait un petit article. Non, mais je sais. Pour préciser. Donc, toi, tu as une dent contre l'AFP. J'ai pas de dent. Non, j'ai pas de dent du tout. Au contraire, moi, j'aime vraiment l'AFP. Tu déplores. Je sais la nécessité d'une agence de presse indépendante. Franchement, j'ai des tas d'amis qui travaillent à l'AFP et je ne comprends pas cet ostracisme et là, l'AFP, ça n'est plus l'AFP. Enfin, je sais pas. Enfin, il n'y a pas que sur ça. Hein, non, mais je pense que Thierry avait raison sur le fait que le Qatar, dans certaines rédactions, on n'y touche pas. Pour des raisons obscures, on ne sait pas. Et que dans les milieux du football, on sait que des journalistes ont été fortement conseillés de détourner leur regard, parce que un supérieur hiérarchique avait de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Voilà. Et c'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais c'est comme ça que parfois la censure existe au sein des rédactions. Je veux revenir sur un point. Tout à l'heure, je voulais réagir, et puis la conversation a tourné ailleurs, sur, disons, le caractère... le Qatar un peu thaumaturge, ou le caractère, disons... l'implication du Qatar dans les printemps arabes, les soulèvements, le passage de la Libye à la Syrie, etc. Parce que je pense qu'il ne faut pas lui prêter plus de vertu et de capacité qu'il n'en a. Le Qatar est capable d'utiliser à son profit, ou l'idée qu'il se fait de son profit, des événements existants. De là à fabriquer ces événements, il y a un pas qu'il faut se garder de franchir facilement. Et par exemple, les printemps arabes, même s'il y a eu, avant les printemps arabes, déjà des préparatifs concernant Kadhafi ou d'autres, les printemps arabes, c'est pas une manipulation. Les printemps arabes, c'est un soulèvement populaire très, très important, qui aura sans doute des conséquences, même s'il a été écrasé ou dévoyé dans un premier temps. Et par exemple, en Syrie, le soulèvement du début 2011 et jusqu'à la fin, disons jusqu'au début 2012, c'est un soulèvement de masse populaire des gens qui ont une revendication. Mais ce n'était pas le cas en Libye. Sur la Libye, il y a le dictateur Kadhafi, il n'y avait pas de soulèvement populaire, il muselait tout. C'est vraiment une fabrication, ça. On est d'accord sur la Libye, ou pas? En fait, non, disons à moitié. C'est pas le même. Il n'y avait pas les grandes manifs du vendredi, comme on a vu en Tunisie, en Syrie, etc. Mais il y avait tout de même une opposition il y avait la rivalité Tripoli-Benghazi, donc Benghazi s'est levé contre le régime de Tripoli en défense d'un avocat des islamistes qui avait été injustement persécuté. Il y a donc déjà un trouble qui s'installe sur les relations entre le soulèvement à Benghazi et les islamistes, dont on le sait qu'ils avaient une forte présence dans l'est du pays. Quelle était leur influence dans ce domaine? Quelle était l'influence des mafieux aussi, qui étaient impliqués dans le trafic des êtres humains, parce que c'était déjà une activité extrêmement importante. On ne le sait pas, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que Al Jazeera donnait un écho, et de ce point de vue-là, moi je rends plutôt hommage à Al Jazeera que je critique, donnait un écho important aux manifestations, aux manifestations contre les tyrannies arabes, contre les despotes qui plaçaient en plus leur descendance au pouvoir en bouchant un peu plus l'avenir des nouvelles générations. Et de ce fait-là,
en Libye, il y avait aussi une présence du printemps arabe. Donc, les manifestations de Benghazi ne peuvent pas être rapportées directement aux manifestations de Tunis, du Caire ou de Syrie. C'est pas exactement les mêmes. Mais je pense qu'il est raisonnable de supposer qu'il y avait une composante. Moi, je ne suis pas arabisant, je ne suis pas suffisamment connaisseur intime de ces situations-là. Mais il y avait tout de même quelque chose, je pense, qui était important à considérer. C'est tout à fait exact ce que vous dites. Ce qu'on peut voir aussi, parce que ça a été largement documenté, notamment il y a eu un documentaire diffusé par Arte sur les 10 ans des révolutions arabes qui le montre bien, c'est que dès que les printemps arabes ont commencé dans les différents pays, la Tunisie, l'Égypte, Libye et Syrie, le Qatar, notamment via Al Jazeera, s'est mis en branle pour orienter les mouvements populaires, pour faire en sorte que la voie s'ouvre aux frères musulmans, pour qu'ils prennent le pouvoir. C'est arrivé en Tunisie et c'est arrivé en Égypte. Il est clair que c'était la même opération qui était en cours en Libye et qui était aussi programmée en Syrie. Et par contre, il y avait cette intelligence de profiter de faits d'actualité pour essayer de les contrôler, de les diriger. Le surfeur ne crée pas la vague, il l'utilise. Oui. Et je pense que Al Jazeera, l'image du surfeur, elle s'applique à Al Jazeera, à mon avis. Bon, ben on va essayer, sur cette belle image du surfeur, je vais surfer sur la fin de cette émission. On a fait le tour un peu. Enfin, en tout cas, moi, je suis content de vous avoir vu, de vous avoir parlé, surtout après la semaine qu'on vient de passer. Et puis, on continue, quoi. En nous écoutant, je me dis, est-ce qu'on prend des risques en ce moment, nous, personnellement? Lesquels? J'en sais rien, parce qu'on les emmerde, mais si on les emmerde vraiment, à un moment, non, il n'y a pas de risque. Non. Moi, ça fait 30 ans que je vis dans le risque journalistique, donc ça ne m'émeut pas plus que ça. En au tout contraire, cas, la nous, solitude nous fragilise un peu quand même. C'était un peu ça le début de l'entretien. Qu'est-ce qui nous fragilise? Notre solitude, le fait qu'on soit comme un village d'Astérix dans le paysage médiatique français. Ouais, mais le village résiste toujours. Ouais. Non, mais en tout cas, nous, on a la conscience d'avoir fait un bon travail. Ouais. On va continuer et peu importe si ça se fait dans le silence. D'accord. Merci beaucoup, Ronnie. Je vous ai retrouvé, c'est 6 ans après ce papier, qui m'avait donné envie de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous rencontre. Et je suis... Voilà. Moi aussi, je suis ravi. Et merci à tous. Et puis, on continue. Cette semaine, on sort 2 autres papiers là-dessus. Allez sur le site, financez-nous. On vit des abonnements. Si vous n'avez pas de fric, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et sinon, faites des dons, c'est défiscalisé. Et ça nous aide à faire des enquêtes et à être un caillou dans la chaussure du Qatar et de Bernard-Henri Lévy. Et dans les crampons aussi. Dans les crampons aussi, ouais. Merci à tous. Au revoir.